Alors, cette fois-ci, en tant qu'architecte, je suis architecte, mais je m'occupe quotidiennement de techniques, de tout ce qu'on a vu, et je me balade entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, mes collègues, les ouvriers, la nature et tout. Et mon problème fondamental, c'est celui de résoudre et je vous disais, c'est celui de résoudre des problèmes typiquement techniques, des fois économiques, des fois conceptuels entre architecture et l'urbanisme ou le territoire et tout ça. Un jour, il m'est passé une chose étrange qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que par hasard, tout par hasard. Mais tu peux lancer la présentation comme ça. Tu lances la présentation au départ. Alors, la première diapositive que vous verrez, c'est une diapositive que j'ai déjà utilisée dans un de nos congrès, il y a peut-être 8-10 ans, à laquelle je suis très lié parce qu'elle est tirée d'un traité d'un architecte de la Renaissance italienne qui s'appelle Antonio Verlino, dit Le Villaret, que dans son traité sur l'architecture, il dit, la première chose qu'il dit, c'est que Adam et Ève étaient au paradis terrestre, ils étaient bien et tout, ils n'avaient pas froid, ils n'avaient pas à se réparer la pluie, ils n'avaient pas froid, ils n'avaient pas chaud, ils prenaient, ils mangeaient, ils travaillaient, sans travailler, ils savaient rien faire, donc ils étaient bien. C'était leur paradis. Un jour, ils ont été chassés du paradis. Et au moment où ils ont été chassés du paradis, par l'histoire qu'on connaît, la pomme et le reste, la première chose qui a fait Adam quand il lui a dit ça, il paraît que quand Dieu lui a dit ça, il paraît qu'Adam a mis, selon Philarète, Adam a fait ce geste comme ça. Et le Philarète dit que c'est à ce moment qu'il naissait la première maison sur la terre. Parce que c'est un geste naturel qu'ils font les gamins quand on les engueule. On les engueule, les gamins commencent ou se réparent ou mettre quelque chose sur la terre. Ils cherchent quelque chose à se réparer. Parce qu'effectivement, ils étaient dans un paradis, ils n'avaient pas besoin de se réparer, il n'y avait pas de bruit, pas de froid. Et donc, ils étaient chassés dans une vie terrestre. Et donc, ils avaient besoin de commencer à satisfaire par leurs besoins. Et donc, c'est ce geste qui est historié dans cette gravure, qui parle de ça. Pourquoi je vais parler de ça? Pas tellement pour parler de la maison, mais pour vous parler du paradis. Pourquoi vous parler du paradis? Parce qu'un jour, il y a des gens à mon village qui m'appellent et qui me disent, écoutez, monsieur Dragon, nous on ne se connaît pas, nous on fait de l'art contemporain, ex-art, payé, financé superbement par des grandes, par la région, par l'État, des choses incroyables, où on fait de l'art moderne et tout. On a un petit souci, on a un monsieur qui est là, qui s'appelle Michelangelo Pistoletto, on a le même nom par hasard. Lui s'appelle Michelangelo Pistoletto. Michelangelo Pistoletto, il paraît, moi je suis très ignorant dans l'art contemporain, bon, pas très ignorant, je connaissais Michelangelo Pistoletto, mais je ne suis pas un spécialiste d'art contemporain. Et ils me disent, monsieur Pistoletto, on doit faire une exposition de monsieur Pistoletto et on a besoin de vous. Je me suis demandé, c'est étrange cette chose, moi je m'occupe de pierre, et en plus de pierre sèche, je veux dire, c'est une chose étrange. Qui c'est Michelangelo Pistoletto? Michelangelo Pistoletto, beaucoup de vous, peut-être qu'ils le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des plus grands artistes contemporains vivants. C'est un des plus grands artistes de ce qu'on appelle l'art pauvre. L'art des pauvres. Et il fait des choses comme celle-là. Voilà. C'est bon, à part ça, pour moi c'est même très, très rigolo. Mais bon, enfin, il fait des choses comme ça. Il fait des choses comme ça, voilà. Il casse ce tableau, ou c'est les siennes, ou les tableaux des autres. Il met des statues sur la tête des autres, comme ça. Et lui, il met des vieux vêtements sur des ouvrages. Et puis, lui, à part ça, il est de l'art lui-même, parce qu'il se fait faire des photos comme ça,
il commence à rentrer dans l'œuvre d'art, il se mélange à son œuvre, on ne comprend pas trop bien si l'œuvre c'est lui ou ce qu'il fait. Et en effet, quand on le voit comme ça, on pense, on imagine, et moi j'ai vu la première fois cette photo, je dis mais c'est bien, on a quelque chose en commun. Je dis, il a quand même un marteau entre les mains. Et puis c'était pas ça, Alors bon, je me suis dit, bon, ça va, et on va commencer à comprendre ce qui se passe. Alors, Michelangelo Pistoletto me communique un signe. Et le signe est tout là-dedans. Il me parle du troisième paradis. Qu'est-ce que c'est que ce troisième paradis? Il dit, je veux faire une œuvre d'art, parce que le concept c'est qu'on a été chassé par le paradis terrestre. Voilà la motivation, parce que je vous ai parlé de Filaret qui le sont traités. Donc c'était le premier paradis. Après on a eu un paradis en terre, le deuxième paradis, mais c'est un paradis qu'on est en train de détruire. Et donc l'aboutissement, l'espérance qu'on a dans la vie et que les artistes poussent à tout le monde en leur demandant de changer et d'être différents, c'est l'aspiration au troisième paradis, au paradis parfait. Et ce paradis a une forme géométrique particulière pour lui. Comme vous voyez, c'est une forme du symbole de l'infini, mais en plus dans lequel, lui, il a rajouté un cercle à l'intérieur, qui représente toute une série de choses, qui représente le ventre féminin, l'engendrement, la naissance, l'origine en tant que là, d'où on vient, d'où on revient, mais c'est toujours le point idéal et tout. Bon, il y a tout un discours de ce type. Il dit, je veux faire une opération, il avait déjà commencé à faire cette opération. Il avait déjà fait de ces opérations-là dans plusieurs endroits. Vous voyez, dans des endroits, il était à la Biennale de Venise, il venait, je crois, de Kiev, où il avait fait son troisième paradis, et la forme dans laquelle il exprimait son troisième paradis, la forme dans laquelle lui, il voyageait avec ce message d'art, c'était la forme qu'on a vue bâtie avec des moellons, pas de moellons, bâtie avec des briques, comme un mur à construire. Sur lequel, lui, après, il mettait, comme vous voyez là, il mettait des fringues, pas des fringues, mettait des vêtements, pas des fringues. Et à l'intérieur, il mettait une série de chandelles, il y avait tous ces symbolismes. Donc la forme, si vous voulez, elle était cachée, l'apport, les vêtements, donc tout ça. Et il me disait, on va faire à Bari, on va faire cette opération. Quel était le problème? Alors j'ai demandé pourquoi vous m'avez appelé. Elles me disent, l'organisatrice, écoutez, on a un petit problème, c'est que le maître, cette fois-ci, il veut que la forme du mur soit une forme en pierre sèche. Parce que comme il sait que notre territoire est caractérisé par la pierre sèche, on doit faire la pierre sèche. Bon, et on vous a appelé parce que nous, dans ce point-là, on ne sait pas de qui avoir confiance. Et dans le territoire, vous êtes reconnu pour une personne qui connaît très bien cet art. Alors moi, je me dis, ok, d'accord. Monsieur Pistoletto m'envoie son crowbar, son petit crowbar, vous voyez, c'est sympa, avec les mesures, avec tout. Lui, il avait fait son crowbar. Et nous, moi, je vois ce crowbar et je lui dis, bon, oui, d'accord, mais tu sais, Michelangelo Pistoletto, le mur en pierre sèche, il n'est pas qu'un crowbar, c'est quelque chose qui est fait d'une chemise, d'un remplissage, d'une fermeture en tête. C'est pas évidemment ce croquis très beau d'ailleurs, c'est sympa, mais... Et on commence à discuter, mais toujours de loin, je veux dire, par la poste, par mail. Et à la fin, on se met d'accord qu'on va faire. On va faire son crowbar et faire cette exposition. Alors, mais il y a un autre problème, c'est que cette exposition, on ne va pas la faire dans la campagne. C'est une exposition, c'est un des plus grands artistes du monde, on ne va pas l'amener dans les bois de je ne sais pas où. Et donc on va le faire au siège de la surintendance des monuments historiques de Bari, dans un château fédéricien, au premier étage, dans la salle angevine. Donc, bonjour.
Bonjour les dégâts, oui. Imaginez d'aller faire un mur en pierre sèche au premier étage de ça, l'Angevine, un château vénitien. C'est un petit problème quand même. Et le premier problème que me l'a posé justement le directeur des services des monuments historiques m'a dit, attendez, on veut bien vous donner l'autorisation, mais on a quelques problèmes. Après avoir beaucoup discuté, j'ai dit, écoutez, je connais très bien dont je parle, mais pour vous rassurer, je vais faire un essai de charge. Je vais vous mettre un petit peu on va aller sur place, on va charger surtout le plancher parce qu'ils avaient peur. Le plancher n'était pas plancher, avait été refait, il était en béton armé. Hein. Mais comme il y avait tout ce dallage et tout, alors on a fait un essai, j'ai mis mes téléphone, on a contrôlé tout, on a chargé, j'ai fait les calculs de charge, tout fait, on a fait tout ça. J'ai eu le bureau d'études qui m'a dit et qui m'a démontré qu'on pouvait le faire, et on est parti. Sauf que, entre autres, je vais vous dire, c'est que le jour de l'inauguration, quand on a terminé, le directeur, il m'arrête, il me dit, tu sais, je dis, ben ça allait bien, non? Il dit, ouais, c'était bien, mais j'ai eu un petit problème parce que les gens du service, hier matin, m'ont appelé à 6 heures parce qu'il paraît qu'ils avaient eu peur qu'il y avait des fissures ils l'ont jeté du lit et tout, et c'était pas vrai parce qu'il n'y avait rien. C'est pour vous dire comment et combien les services des monuments historiques sont un peu, peut-être, ils doivent un peu se mettre à jour. Mais bon, et moi j'appelle, et voyez, on retrouve ici, j'appelle les copains avec lesquels, les copains, je dis les copains, vraiment les copains, parce qu'on est vraiment copains, même dans la vie, avec lesquels je travaille en tant que professionnel et avec lesquels on se connaît dans la vie. Je trouve 3 beaux jeunes qui font ce métier, et on dit bon, on y va, on va sur cette opération qui n'a rien de rentable, d'ailleurs, parce que ça n'a pas porté un grand budget. Mais on s'amusait à l'idée de faire cette chose, parce que vous imaginez, vous travaillez à faire des murs en pierre dans la campagne la plus loin du monde, vous vous dites, ben, écoutez, il y a le plus grand artiste du monde qui veut que vous fassiez un petit mur en béton armé dans un monument historique. Je voudrais bien voir si quelqu'un rien que pour se marrer, on le fait. Et donc on part dans cette histoire. Donc, problème de chantier, parce qu'imaginez, il faut aménager un chantier dans un monument historique, sur lieu, parce qu'il fallait le faire. Donc on amène les pierres, on commence à les travailler. Vous voyez ici un très fort jeune murailler qui s'exerce avec le marteau, qui est passé hier à lui. C'est Joseph, Giuseppe Lacorde, c'est lui. Hein. Et on est derrière, comme vous voyez, on est derrière le château. On a nos petits moyens pour monter les pierres, et après, plus, les pierres, on les monte, on n'a pas la salle tout à côté, c'est pas une maison de 50 mètres carrés, c'est un château, il faut traverser un certain nombre de salles, donc il faut aménager, il faut faire gaffe, parce qu'il y a des dallages et tout, donc on commence à faire tout cette affaire. On commence à faire tout ça, et après on s'est dit, on ne peut pas appuyer de la pierre sur des dallages en terre cuite qui sont je ne sais pas quoi, alors on prend la patience de calculer la base, de faire un dessin, de prendre du médium, de le mettre par terre, de le dessiner et de le tenir en bas en tant que déjà que tracé, mais aussi surtout pour sauvegarder le plancher. Et on commence à bosser. Là, je vous le fais voir vite, je veux dire, c'est des choses que vous connaissez. Ce qui est beau, c'est le fait de devoir faire des attachements entre des parties rondes, des choses là. On a renoncé, comme vous verrez après. D'ailleurs, les pierres, on a fait comme ça, on a coupé les grosses pierres en bas, on les a montées et on les a juste terminées en haut, parce que sinon, il fallait... Et on a commencé à monter notre affaire, vous voyez. Donc ils sont à 3, ils se mettent tranquillement. Ah, mais une chose très rigolote, c'est que, je vais vous dire, en même temps, moi je fais l'architecte et j'étais
je travaillais à la reconstruction d'un théâtre qui est brûlé en Italie, qui est le théâtre Petrozelli. Un truc monstrueux, très grand, où l'État a mis 70 millions d'euros. Un faux complet, complet. J'étais chargé des menuiseries, des fausses menuiseries faites aujourd'hui. Et bien, écoutez, moi je faisais ça en même temps. Le matin j'étais d'un côté, l'après-midi j'étais de l'autre. Et ça me faisait rigoler cette chose parce que j'avais plus de reconnaissance en faisant le menuisier, le faux menuisier de ce côté, qu'en voulant faire de la pierre sèche au premier étage de cet endroit. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Bon, et voilà, et à la fin, on a notre petit truc, on renonce à mettre les pierres de fermeture parce que de toute façon on est dedans et en plus on s'est dit c'était un peu embêtant et on a laissé comme ça. La chose la plus belle, c'est que Michelangelo Pistoletto n'était pas là. Il y avait un de ses assistants qui était un architecte. Alors il faisait des photos au fur et à mesure. Quand il est arrivé au fond, Michelangelo Pistoletto avait clairement dit au départ qu'il allait intervenir sur l'œuvre, donc lui poser des fringues, des choses comme ça. Et le matin, j'arrive, on a terminé, il me dit, la Ciracelle, son assistant, me dit, écoute, il m'a téléphoné, le maître m'a dit, on ne va plus rien faire, on va lâcher tout comme il est, parce que ça ne vaut pas la peine, il est tellement beau que je ne vais pas mettre rien dedans. Alors ils se sont limités à mettre des choses tout autour que vous allez voir dans la dernière diapositive, parce qu'en plus cette opération était faite avec une grande chanteuse italienne qui s'appelle Gianna Nannini, qui elle chantait, c'est une femme qui à ce moment-là devait accoucher, elle avait fait une très belle chanson, Mama. Donc ils avaient marié la musique, cette femme, la forme, l'idée, c'était très beau à voir. D'ailleurs, si j'arriverai à la fin, je vous passerai juste 30 secondes ce qui s'est passé comme action dans ce endroit. Et voilà, l'aménagement définitif a été celui-là. Ils avaient des planches métal où il était reproduit le symbole dans une série de parties. Au fond, dans certaines parties, il y avait Gianna Nannini qui était représentée dans ces symboles, et il y avait la musique, ces chansons qui allaient en dessous. Et nous, tous contents, parce que nous, on aime bien cette chose, parce qu'on s'amuse très bien. J'ai dit, on se fait une photo, et puis Michelangelo Pistoletto a dit, moi aussi je veux faire une photo avec vous. Et bon, on a fait la photo ensemble. Le seul problème que Giuseppe Lacorte, il ne comprend pas qu'il est l'artiste, si l'artiste est très grand. Parce que pour faire les corps d'un artiste, je dis, il faut avoir du courage. Donc, moi, j'ai dit, c'est une photo que je n'avais pas, je lui ai dit, tu me la donnes, je vais la garder très bien, c'est la personne qui fait les cornes en maestro. Et voilà. Et, par contre, si on a 2 minutes, je vais le faire voir tout de suite. J'ai juste 30 secondes qui sont tirées du web. Si j'arrive, je ne sais pas, si j'arrive d'une action qu'ils ont fait dans cette salle, une petite animation qu'ils ont fait dans cette salle-là. Voilà. C'est juste quelques secondes, parce que c'est du web ça. Je ne l'ai pas fait moi. Mais alors, 2 minutes, parce qu'après c'est bien qu'on parle. La réflexion qu'on fait à la base de tout ça, on a raconté une petite histoire qui peut être très sympa pour moi, peut-être nous avoir fait un peu rigoler ou réfléchir. Et c'est que de toute façon, nous on est dans un milieu où les limites de ce milieu, nous on ne sait pas les connaître véritablement. C'est-à-dire on connaît une technique, on connaît une histoire, on connaît quelque chose qui continue. Et ce troisième paradis pour moi a été très important. Pour moi qui n'a pas de grande connaissance de l'art contemporain. Ça m'a fait réfléchir sur le fait
que si on est capable, même pour les artistes, pour tous ceux qui n'ont pas, qui mâchent pas trop bien la pierre sèche, parce que c'est quelque chose comme, et qui nous demandent, qui viennent chez nous et nous demander, on a besoin de vous, on a besoin de cette idée de tradition, nous on a besoin de sentir que le troisième paradis est fait aussi de tradition. C'est-à-dire c'est une projection dans le futur. Moi je trouve qu'il y a un message d'espérance là-dedans. C'est un message, à mon avis, très très fort d'espérance. Si on sait le voir comme ça, et on ne le voit pas seulement comme une opération comme ça, très conceptuelle, intellectuelle, mais on le lit pour ce qu'elle est en tant qu'un message d'espérance. Dans l'intérieur d'un troisième paradis, à l'aspiration de quelque chose de bon, à l'aspiration d'une harmonie, parce que c'est ça l'idée, l'harmonie de l'homme. Au moment où il nous demande de nous amener nos pierres, là où on veut qu'il y ait de l'harmonie entre les hommes, je pense que tous nos travaux sont des choses qui sont très importantes. Merci beaucoup.